Les choses ne vont pas bien pour la Russie. Malgré la grosseur de son armée, Poutine ne parvient toujours pas à ses fins. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens sont braves et combatifs. Et aussi qu'ils profitent de plus en plus d'un appui militaire massif du géant américain. Résultat, au 61e jour de cette guerre, les Russes brandissent à nouveau le spectre d'une troisième guerre mondiale. L'heure est au bilan. In terms of their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that we can win. They can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Celui qu'on vient d'entendre à nouveau, c'est le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui est le ministre de la Défense aux États-Unis, qui était en Ukraine hier. Et vous l'avez entendu, là, qui a dit que les Ukrainiens pouvaient gagner la guerre contre la Russie à condition d'avoir les armes qu'il faut et que les Américains sont, semble-t-il, prêts à leur fournir. Mais ce qui fait beaucoup parler et réagir en ce moment, il est allé plus loin ensuite. Il a ajouté, et c'est pas rien, vous allez voir, nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine. En d'autres mots, donc, le secrétaire à la Défense a dit qu'on veut affaiblir la Russie pour ne pas qu'elle attaque ensuite d'autres pays comme elle le fait en Occident. C'est évidemment, probablement, il a dit tout haut ce que bien des pays et des dirigeants de pays de l'OTAN pensent tout bas. Mais j'ai une question pour vous. Était-ce la bonne chose à dire, pensez-vous, dans le stade actuel des choses? Parce que la réaction de la Russie est venue tout à l'heure de son ministre des Affaires étrangères, le ministre Lavrov. Voyez ce qu'il a dit. Le danger de troisième guerre mondiale est grave, il est réel. On ne peut pas le sous-estimer. Sergueï Lavrov a des médias russes là, tout à l'heure. Faisons le point. Allons retrouver, si vous le voulez, Elsie Lefebvre et Stéphane Bédard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Paul. Bon, Stéphane, ça nous ramène un peu, rappelons-nous, la première fin de semaine de l'invasion russe quand Poutine avait brandi la menace nucléaire en disant qu'il avait mis le dispositif militaire russe en état d'alerte. Mais n'empêche, ça nous ramène exactement à un moment de vérité, à un point de bascule dans ce conflit par rapport à l'appui que l'Occident donne et va continuer de donner à l'Ukraine. On voit la perspective là, brandie par les Russes. Disons-le, Stéphane, c'est une perspective qui est carrément terrifiante. Terrifiante, oui. En même temps, ça démontre la faiblesse actuellement de l'armée russe face à l'armée ukrainienne. Là, c'est quand même l'armée ukrainienne, une armée de second ordre par rapport à la Russie. Ce qu'on voit par contre, l'unanimité de l'Ouest et surtout de la première puissance militaire qui appuie, comme on n'a jamais vu là, dans les conflits modernes, là, appuie sans réserve, avec l'envoi pas simplement là, de matériel de défense, mais on voit qu'on passe à une autre étape. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça. Là. Souvent, les Américains ou les Russes l'ont fait à une certaine époque, donc d'aider l'armée d'en face qui confronte soit les Russes ou les Américains. Mais dans ce cas-ci, cet appui est total et fait en sorte que les Russes sont un peu démunis. Donc, à ce moment-ci, de parler de risque de troisième guerre, oui, il y a toujours un risque, effectivement, de troisième guerre mondiale, mais ce que surtout, c'est un risque d'écrasement de l'armée russe parce qu'il y a une capacité de production au niveau des pays, des États-Unis pour la capacité d'armement qui dépasse amplement la capacité russe de se renouveler. Mais ça nous ramène, Elsie, au risque nucléaire, là, parce que si les Russes sont désespérés avec l'état d'esprit et le caractère de Poutine, hésiteraient-ils à recourir aux bombes nucléaires tactiques et aux conséquences qui s'en suivraient? Bien, c'est ça, parce que c'est certain que la Russie, en ayant cette menace, c'est ce qui fait par ailleurs que l'OTAN hésite à intervenir et n'est pas intervenu d'ailleurs en Ukraine physiquement avec des soldats armés. Donc, que la Russie rappelle qu'on pourrait assister à cette troisième guerre, ça reste la menace la plus puissante qu'ils peuvent faire à l'ordre mondial et ça ramène les alliés, donc l'OTAN, à une situation de prudence
et ça va être les jours qui vont suivre vont être importants. La France, par ailleurs, avec l'élection d'Emmanuel Macron, va revenir au niveau de la diplomatie. Est-ce que quelque chose va pouvoir sortir de ça dans les prochains jours? Puis en se rappelant que la date du 9 mai, la date importante pour la Russie, où on annonçait qu'on souhaitait avoir une victoire. Donc là, les prochains jours risquent de peut-être amener une escalade ou peut-être une résolution à suivre. Poursuivons la discussion. On retrouve Simon Leduc, notre conseiller militaire, lui-même ancien capitaine des Forces armées, spécialiste de renseignement et stratégie militaire. Bonsoir, Simon. Merci d'être avec nous. Parce qu'évidemment, au plan politique, on se pose tous la question, là, s'agit-il simplement d'une menace lancée comme ça? S'agit-il de bluff par rapport, de la part des Russes? Là? Comment vous accueillez les propos de Lavrov? Moi, ça fait plusieurs temps que je regarde un système d'armement qui est le S-500, qui a été mis en branle par la Russie en octobre 2021. Ils ont commencé à déployer leurs troupes en novembre. Donc, j'aimerais parler un petit peu plus en profondeur de ce système-là. On se base en Occident sur la théorie comme quoi un échange nucléaire va être une destruction mutuelle assurée. Et ce système-là, ça pourrait faire qu'il n'y ait pas toutes ces théories néo-réalistes-là disparaissent. Donc, le S-300 était le premier système de défense antiaérien qui était bon contre une aviation conventionnelle. Ensuite, est arrivé les avions furtifs. Les Russes ont développé le S-400 contre l'aviation furtive. Et selon la Turquie, l'Inde et d'autres pays qui ont acquéri le S-400, bien, c'est un système qui est très efficace. Même les Turcs ont préféré le S-400 au F-35. Le S-500 est un système qui permet d'aller jusqu'à 186 km dans l'espace. C'est un système qui a été désigné pour aller attaquer des missiles hypersoniques que les Américains n'ont même pas maintenant. C'est un système qui est capable d'aller chercher les avions de ravitaillement, les AWACS et donc les systèmes de radar. Mais j'aimerais revenir sur le déploiement de ces systèmes-là. Les deux premiers ont été déposés dans la région centrale de la Russie. Et donc, les systèmes de défense anti-missiles nucléaires des Russes, c'était les S-400 puis des MiG-31. Et donc, avec une pluie de missiles, ça ferait en sorte que les têtes nucléaires seraient capables de frapper le centre de la Russie. Mais cet élément technique-là, ça permet d'aller frapper le missile avant qu'il devienne MIRV, avant qu'il se sépare dans une multitude d'ogives. Okay. Et donc, ça serait capable de réduire le nombre de missiles qui frapperaient, qui tomberaient dans l'atmosphère et qui permettraient donc aux systèmes comme les S-400 et les MiG-31 d'avoir un nombre suffisant de missiles pour contrer une attaque. Donc, dans la tête des Russes, et là, je le disais là, en russe, pas en anglais, et en russe, dans la tête des Russes, ils ont une capacité pour 3-4 ans, dans leurs estimés, à contrer les attaques américaines. Donc, dans l'esprit des Russes en ce moment, ils profitent d'une sorte de supériorité en termes d'armement. Et si jamais on en venait à la guerre nucléaire, ils pensent qu'ils auraient un avantage sur les Américains. Alors, si je résume votre analyse, c'est un peu ça? Exactement. Puis si on regarde dans le temps de déploiement de ce système-là, aussitôt que le premier système a été déployé, les Russes ont commencé à amasser des troupes. Là, il y a un deuxième système qui a été déployé à Saint-Pétersbourg. Il y en a un troisième qui va être déployé. Et donc, ça leur donne une possibilité d'avoir ce qu'on appelle un bouclier face à l'épée de la guerre nucléaire de l'opposant adverse. Et donc, moi, je ne crois pas que les Russes vont aller jusqu'à pousser la guerre nucléaire, mais pourraient pousser l'audace à utiliser des armes intermédiaires, comme j'avais parlé précédemment, des bombes à impulsion électromagnétique ou des choses comme ça. Et si la réponse américaine est nucléaire, à ce moment-là, ils vont avoir un bouclier pour se protéger. Donc, ce sont des perspectives, je le disais, qui sont terrifiantes. Revenons à la situation militaire actuelle. Les Russes ne sont pas parvenus à réaliser ce qu'ils pensaient faire assez aisément en contrôlant Kiev, par exemple, la capitale et le reste. Ils se sont, on le sait, repositionnés et tentent de conquérir l'Est, le Donbass et l'Est de l'Ukraine. Mais là, c'est pas aussi facile non plus que certains auraient pu le penser au départ, surtout que les Américains, là, en 2 semaines, même pas, viennent d'annoncer pour 2,5 milliards de dollars d'armement additionnel. On entendait, Simon, là, le ministre américain de la Défense, dire que les Ukrainiens peuvent gagner la guerre du Donbass à condition qu'ils aient les armes qu'il faut. Quel type d'armes aurait-il besoin pour faire face, et non seulement faire face, mais l'emporter contre les Russes? Mais premièrement, des armes qui se rendent.
Donc, c'est le premier élément. Donc, je tiens premièrement à féliciter le gouvernement canadien. Donc, plutôt que de nous avoir mis on va faire telle chose et on va considérer la sécurité opérationnelle, ils ont livré des systèmes d'armement. Donc, sans avoir C'est à rendu faire sur place? C'est rendu là, ce que le Canada a promis, selon ce que vous savez? comme je ne suis pas dans le secret des dieux, mais du moins, le simple fait qu'on a pensé à la sécurité opérationnelle, c'est un bon engagement. Quand on fait des promesses à ce moment-là, bien, ça fait que les Russes, il y a de l'équipement qui arrive, comme présentement, on va envoyer plein de missiles sur tous les chemins de fer, ce qui va faire que les trains ne seront pas capables de transporter, les tanks ne seront pas capables de transporter, les canons, des choses comme ça. Odessa a été frappé en fin de semaine, puis c'était un entrepôt qui avait énormément de matériel envoyé par les Américains. Donc, les Russes ciblent les éléments stratégiques pour éviter que les armes se ramassent devant leurs troupes. Et la façon, présentement, les Russes avancent, c'est avec précaution. Donc, ils avancent un peu, ils rencontrent de la résistance, boum, 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 artillerie. Ils avancent un peu, rencontrent de la résistance, boum, 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 artillerie. Ils ne vont pas faire un avancé, Un rocambolesque. blitz, là. Non, là, ils vont y aller 1 mètre à la fois et le mètre est problématique, ils vont détruire le mètre. Donc, c'est l'approche qu'ils font. Et là, il y a des troupes qui se font masser sur les 2 flancs là, à Luhansk et à soit une soixantaine de kilomètres là, à l'ouest là, de Donetsk. Et il y a aussi une offensive qui se fait dans le sud aussi. Donc, Kiviri, il commence à avoir des troupes qui commencent à monter. Donc, pas juste dans la région du Donbass. Simon, avant de se laisser, bon, on sait qu'il y a toute la dimension politique là, qui est sous-jacente à cette guerre-là pour Poutine. Tout le monde a en tête, enfin, les analyses politiques qui sont faites. Il veut pouvoir annoncer quelques victoires, que ce soit à son peuple pour le 9 mai, date symbolique de la victoire officielle des Soviétiques contre les Allemands. Il reste 2 semaines, c'est dans 2 semaines. Pensez-vous que les Russes sont en mesure de conquérir en tout ou en partie le Donbass d'ici le 9 mai? Je vois surtout ça en anglais, en français, je vois pas beaucoup ça en russe. Donc, ce n'est pas... je crois que les Russes ont tenté d'atteindre des objectifs en première instance, en première période, on pourrait dire, de cet élément-là, et ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Là, ils sont dans un plan alternatif, donc un plan de contingence, et leur avance est très, 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 très lente. Et là, en fin de semaine, ça a été quand même relativement calme à cause du congé pascal. Et je vous ramène la météo est mère de beaucoup de conflits. Taux d'humidité dans le Donbass, 50-60 cette semaine. Donc, jour après jour, il va y avoir un petit peu de pluie, etc. Je ne sais pas c'est quoi l'état du sol, mais l'état du sol va être un élément fondamental pour la liberté de mouvement pour pouvoir avancer. Habituellement, début mai, c'est là que la boue cesse, fin avril, début mai. Oui, parce que c'est un intrant majeur dans le déroulement des batailles là-bas dans cette région-là. En terminant, Simon, donc, sur le terrain, vous constatez une avance lente mais continue des Russes. Faites-nous état un peu du rapport de force des Ukrainiens en ce moment-là. Comment ils semblent s'en tirer? Ben, les Ukrainiens ne disposent pas énormément de ressources d'artillerie ou de missiles. Et quand la ressource elle est utilisée, à ce moment-là, ils vont avoir un radar d'artillerie et la position va être frappée très, très, très rapidement par des tirs de contre-batterie. Et quand on regarde les affirmations du gouvernement russe, les cibles qui sont c'est les lanceurs de missiles, les systèmes de défense antiaérien et l'artillerie qui revient très, très, très souvent. Donc, elle est régulièrement pilonnée. Donc, ça ne veut pas dire que le système va être détruit. Comme si on prend, par exemple, un vieux système soviétique comme le 2S1, qui a un canon de 122 mm, bien, il est protégé. Donc, il peut survivre à un bombardement parce qu'il y a un niveau de protection aux alentours. Simon Leduc, je vous le rappelle, un ancien capitaine des Forces armées qui est notre analyste militaire à tous les soirs ou presque au bilan. Merci, Simon, encore une fois, pour votre éclairage. Bon, Stéphane, la réalité terrain, la menace, est-ce que Simon Leduc nous expliquait là, la réalité de l'équilibre de la terreur qui a été le concept qui a guidé pendant toute la guerre froide? Les Russes, Stéphane, semblent penser qu'ils ont maintenant une avance technologique sur les Américains. C'est rien de rassurant. C'est rien de rassurant, effectivement, sauf qu'on est dans un contexte où le risque
d'embrasement, à partir du moment où quelqu'un traverse la limite, les conséquences, on peut les anticiper, mais rarement on va avoir une évaluation juste, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Donc, c'est très difficile pour une des 2 armées là, en présence, les principales, évidemment, russes et américaines, de prendre une chance à ce niveau-là, d'autant plus que les Russes, entre vous et moi, ont été incapables de prévoir d'envahir correctement, selon ce qui était prévu, selon leurs prévisions, un pays frontalier sur lequel ils étudient le terrain depuis 6 ans. Là. Donc, ils sont littéralement en Ukraine. Donc, mais de l'autre côté, nous, les risques d'embrasement, c'est qu'est-ce que fait les Russes dans des situations d'occupation. Ça peut amener même les pays occidentaux à augmenter la pression, on le voit, Paul, sur les démocraties pour leur demander d'agir plus encore. Si on voit encore des phénomènes d'ostracisation de la population ou même de déportation, ça peut avoir des conséquences importantes. Tout le monde souhaite la paix. Je pense que les Russes, leur plus grande erreur, c'est pas le terrain qu'ils ont fait là-dedans, c'est qu'ils ont sous-estimé la solidarité des pays de l'Ouest et actuellement, elle est encore intacte 2 mois après. Mais Elsie, c'est ça, ce qu'on apprend depuis cet après-midi, là, disons que cette solidarité va être mise à l'épreuve au cours dans les perspectives qui se développent maintenant là, au cours des prochains jours, prochaines semaines. Ben oui, bien sûr. Puis les Américains agissent, sont vraiment au premier plan là, dans cette guerre-là. Donc, ont pris le leadership. En Europe, bon, le Royaume-Uni reste toujours là, mais la France, je reviens à la France, ça peut être déterminant. Reste que M. Macron est toujours président de l'Union européenne, donc doit agir et va entrer en dialogue rapidement avec M. Poutine. Ça fait quelques jours. Donc, il peut y avoir un front là-dessus. Puis les Chinois de l'autre côté. Donc, la Chine s'est fait très discrète récemment. Donc, est-ce que du côté de la Chine, la porte de sortie et la clé est sans doute là aussi? Alors, il y a quand même un espace encore du côté de la diplomatie, mais c'est certain que les positions demeurent de plus en plus campées. Puis, M. Poutine, l'enjeu, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. Donc, ultimement, c'est très difficile de prévoir. Là. Donc, lui, c'est son honneur, c'est l'honneur de son pays, puis il veut conquérir l'Ukraine, du moins les territoires. Puis, ultimement, on l'a repoussé dans les territoires ultimes qu'il souhaitait et qu'il avait, entre guillemets, déjà pensé conquérir. Là. Donc, le Donbass et la Crimée. Et ça fait 61 jours que ça dure et les gens souffrent. Le camarade Félix Séguin et le caméraman Yanni Massé viennent d'arriver du côté de l'Ukraine. Je disais, les gens souffrent. Vous le savez, on est maintenant rendu à plus de 5 millions de réfugiés civils, des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui ont quitté leur pays pour se réfugier dans les pays limitrophes. Certains ont pu se rendre ici, venir ici au Canada ou aux États-Unis, mais la plupart sont restés en Europe. Donc, allons retrouver Félix Séguin, là, qui, à son arrivée là-bas, du côté de Lviv. Nous sommes donc à la frontière polono-ukrainienne, à Medyka, en Pologne. Et c'est ici qu'arrivent et que sont arrivés pendant les derniers mois, les 2 derniers mois, des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés. Rappelons qu'avec un chiffre de 4 millions de personnes qui sont déplacées, c'est un flux migratoire, l'un des flux migratoires les plus importants depuis la fin de la Deuxième Grande Guerre mondiale en Europe. Alors, les gens que vous voyez arriver, vous en voyez revenir aussi. Il y avait chaque jour ici, au début de l'invasion russe en Ukraine, 35 000 personnes qui fuyaient. Il y en a beaucoup moins maintenant parce que la bataille russe se déroule bien sûr dans le Donbass, donc plus à l'est, plus au sud aussi, et ces gens-là sont déplacés à l'intérieur de leur pays ou à l'intérieur de d'autres frontières, mais pas les frontières polonaises. Alors on a rencontré des gens qui sont ici, une dame qui vient de fuir Kharkiv, là où les bombardements et le pilonnage de l'artillerie russe est la plus importante. Elle s'en va à Varsovie, en Pologne, elle espère se rendre au Portugal ensuite, mais il n'y a rien de moins certain. Elle a tout laissé, ces gens derrière, et on a parlé à ceux qui les aident, quoi. I've been personally in Medyka for 38 days, something like that now. The money for the tent came from very gracious donors back home, as well as a little bit of money for myself and the boys you see around you right now, and all of the ones who have gone home as well. I'm sad to see them go, but they had to. Yeah, we came in individually all on our own and have come together by giving out information over the internet to kind of direct people where they need to go and what we do here. And let me show us what you have here and what you provide to those people who are trying to survive. So whether they're going into Ukraine or coming out of Ukraine, you have some feminine hygiene products, some kids snacks, some ponchos. The biggest things that we have right now are ponchos, especially because it's the rainy season in Poland right now, and some bottles of water back there. We got a bunch of cartons of water.
And my man Larry here is knocking out some candies for us. Yeah, I love it. I love it. Moi ici je suis bénévole, donc pour les convois de la solidarité, c'est pas vraiment une association, c'est un regroupement de personnes bénévoles qui souhaitaient aider les Ukrainiens réfugiés en proposant des convois à destination de tout simplement de l'Ukraine pour aider ces gens-là. C'est des choses qui sont solidaires, faites par nous-mêmes, financées par nous-mêmes. Alors, je vous rappelle, là, Félix et Yanni viennent d'arriver du côté de l'Ukraine, sont en direction en ce moment de la capitale, Kiev, et on va les suivre tout au long de la semaine. On le voit, évidemment, on souffre beaucoup. Le peuple ukrainien souffre énormément, mais c'est vrai aussi de l'autre côté de la frontière, parce que pour le peuple et la société russe, c'est pas évident non plus. Mettons de côté le régime Poutine et également le peuple russe. Et voyons, poursuivons la discussion. Retrouvons, si vous voulez, en direct au bilan. Je vous présente Mme Svetlana Solomikina, qui est une Québécoise d'origine russe, qui est bien implantée à Québec. Bonsoir, Svetlana, depuis presque près d'une trentaine d'années. Merci d'être avec nous au bilan. Dites-moi comment, d'abord, je vais aller droit au but en commençant, Svetlana. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre de Vladimir Poutine, de l'invasion du régime Poutine en Ukraine? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, la guerre, ça n'a jamais été une solution pour aucun peuple. Donc, moi, je me dis, quand on entend qu'aujourd'hui, le budget global militaire augmente sans cesse, pensez-vous que c'est normal au 21e siècle qu'on soit rendu là? La réponse est non, bien sûr. Et puis, toutes les sanctions qui visent aujourd'hui la Russie, M. Larocque, on constate que ça n'a pas nécessairement l'impact escompté tout de suite. Donc, je me dis, il faut toujours privilégier la diplomatie. Je regarde ce qui se passe avec ma famille qui est là, en zone hostile, quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Écoutez, c'est rendu pénible. Donc, c'est sûr que la guerre, pour moi, ça n'a jamais été une solution et ça ne peut pas être une solution. Je précise, vous êtes originaire et votre famille habite toujours, donc c'est un petit village en Russie. Vous disiez, là, à une cinquantaine de kilomètres, soixantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Donc, vous êtes vraiment très, très près, là, votre lieu d'origine, vraiment très, très près. Vous connaissez donc bien l'Ukraine. Donc, il y a la guerre, mais je vais vous demander, Svetlana, qu'est-ce que vous pensez de Poutine lui-même? Écoutez, je pense que le régime de Poutine n'a pas sa place aujourd'hui. C'est clair que le peuple russe aujourd'hui, il ne réalise même pas toutes les conséquences qui guettent maintenant la Russie pour plusieurs décennies. Pour moi, il est clair qu'au moment où on se parle, quand je discute avec ma maman, avec ma famille, ils ne se rendent pas compte du tout de la gravité de la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte de mur qui est en train de se bâtir, un mur opaque au niveau des informations, de la désinformation entre l'Occident et la Russie. Et ça, c'est grave pour le peuple russe. Donc, moi, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde est conscient des conséquences épouvantables qu'on va devoir vivre pendant plusieurs décennies. Donc, c'est clair que pour moi, c'est compliqué, c'est difficile à réaliser toutes ces conséquences du régime de Poutine. Svetlana, donc vous parlez à votre famille, à votre mère là, régulièrement, je présume, à tous les jours ou presque. Donc, votre maman et les gens de votre famille ne savent pas vraiment ce qui se passe réellement. Et là, je fais une nuance parce que nous, évidemment, on est abreuvés par les images qui nous viennent de l'Ukraine, mais eux, ils ne voient pas ça. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mariupol, par exemple, est-ce qu'ils sont au courant du massacre de Boutcha? Bien sûr qu'ils sont au courant, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que, savez-vous, ils sont comme cloîtrés un petit peu. Hein? C'est une sorte de microcosme opaque qui se crée. Donc oui, il y a beaucoup d'informations amplifiées de chaque côté. Et puis, je vous dirais, c'est sûr qu'ils sont au courant des faits saillants de la guerre. Puis c'est pénible. Ma maman, elle dit toujours, à tous les jours, quand je lui parle, je ne veux pas la guerre, puis dis-leur que je ne veux pas la guerre. Sauf que je suis en train de vous dire que pour elle, moi aussi, je suis en danger en Occident. Parce que quand elle voit les nouvelles à l'étranger, elle voit tout ce que les russophones subissent, elle pense que c'est généralisé. Donc, vous voyez, c'est comme si elle était dans son microcosme. C'est compliqué la guerre pour elle. Elle ne veut pas la voir, mais en même temps, elle n'a pas nécessairement toute cette conscience de qu'est-ce qui se passe exactement à l'étranger et quelles sont les conséquences maintenant pour la Russie, pour l'avenir. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous lui dites quand elle vous dit ça?
Écoutez, moi, je lui dis que moi, j'ai eu cette chance. Je sais qu'il y a des cas isolés où des adolescents russophones peuvent vivre de l'intimidation, puis ça passe à place ici dans notre société démocratique. Dans mon cas, personnellement, je tiens à remercier les Québécois parce que quand j'ai fait un post sur les médias sociaux, tout simplement au début de la guerre, et j'ai eu que des commentaires positifs, honnêtement. Il y a eu un petit cas isolé, puis quand on m'a demandé d'assumer une présidence d'honneur, puis finalement, 48 heures plus tard, du coup, on m'a dit, ben, écoutez, vous êtes d'origine russe et il y a un malaise. Mais finalement, je serai invitée quand même à cet événement. Donc, en général, moi, je dis à maman, inquiète-toi pas pour moi parce que je suis très bien entourée et le peuple québécois, c'est une société d'accueil. Puis c'est ça qu'il faut viser pour l'avenir, c'est de ne pas importer cette guerre ici au Québec, ne pas nourrir la haine entre les Ukrainiens, les Bélarusses et puis les russophones. Il faut qu'on demeure une société inclusive pour tout le monde, pour toutes les victimes de la guerre et de toutes les guerres, hélas. Svetlana, je le précise pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, vous êtes une femme impliquée dans le monde des affaires dans la région de Québec. Vous avez tenté une incursion en politique à la dernière élection, là, parce que je le précise, parce que les gens vont peut-être vous regarder là, en ce moment et se dire, je la connais, Svetlana. Dites-moi, en parlant avec votre mère et les gens de votre famille, avec votre expérience de Russe d'origine, on comprend parfaitement, il y a le régime Poutine, il y a les politiques de Poutine, il y a la guerre de Poutine, il y a le peuple russe qui subit les effets des sanctions inexorablement et ça risque de se faire sentir de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez qui risque de se produire à l'intérieur de la Russie, à l'interne, par rapport à Vladimir Poutine? Écoutez, vous m'amenez sur un terrain quand même qui est glissant, mais que je connais, parce que lorsque je suis partie à l'époque de l'Union soviétique, les derniers pas de l'Union soviétique en 91, j'ai vécu le premier putsch. Ma crainte, c'est que le peuple aujourd'hui, à partir du moment où il va se rendre compte vraiment de l'impact incroyable pour l'avenir de la Russie, je souhaite qu'il n'y ait pas de putsch à l'interne du pays, parce que ça, c'est grave. Vous croyez que ça pourrait survenir? Écoutez, moi, je pense qu'il y a une division qui est en train de se faire à l'intérieur du pays. Il y a des intellectuels, des gens qui comprennent parfaitement, à cause des médias sociaux, entre autres, qu'est-ce que c'est cette guerre horrible. Mais il y en a d'autres qui continuent à croire et puis qui défendent encore ce régime-là parce qu'il vient de cette époque où ils étaient peut-être assez bien à leur manière. Mais aujourd'hui, encore une fois, je répète, au 21e siècle, ça ne peut pas exister, ce genre de régime. Svetlana, selon ce que vous savez, parce qu'on sait les médias traditionnels, il y a des journaux qui ont fermé, des réseaux de télé russes là, qui sont fermés en raison de la loi là, qui condamnerait quelqu'un qui ne suivrait pas la propagande gouvernementale à 15 ans de prison en Russie. Mais bon, les gens, les Russes ordinaires, réussissent-ils à avoir des sources d'information autres que les médias qui restent, là, qui sont carrément pro-Poutine en ce moment en Russie? Écoutez, c'est difficile parce que la population, surtout en région, au niveau des ordinateurs, au niveau des outils informatiques, c'est quand même pas nécessairement une généralité. Ça peut être encore un petit peu difficile, surtout pour les personnes âgées. Donc, c'est cette tranche de la population peut-être qui manque un petit peu l'information qui représente la réalité puis toutes les conséquences. Les jeunes sont suffisamment branchés puis les jeunes comprennent mieux ce qui se passe et qu'est-ce qui s'en vient aussi dans les prochaines années. Je vous dirais, écoutez, moi, j'arrive encore à parler, à communiquer avec ma maman via WhatsApp, Viber, donc ces outils-là technologiques, mais je sens de plus en plus que la communication est de plus en plus déficiente, en tout cas pour ma part, avec notre région. C'est beaucoup moins lucide et clair qu'à l'époque. Donc, j'espère que je vais continuer à lui parler. C'est le seul support que je peux lui offrir encore avec cette distance qui nous sépare. Puis voilà. En terminant, Svetlana, selon vous, on en parlait un peu plus tôt à l'émission, on a l'impression qu'on arrive encore une fois possiblement à un moment charnière dans ce conflit-là. Comment vous voyez la suite des choses au cours des prochaines semaines? Écoutez, hier, c'était Pâques orthodoxe et puis j'avais fait ma petite prière parce que c'était aussi 2 mois depuis que la guerre a déclenché. Puis je souhaite que ça arrête, que ça cesse parce que quand ça touche aux enfants, quand ça touche les familles, les victimes civiles, c'est grave, c'est suffisamment grave. Donc, quelles sont les conséquences?
Écoutez, je pense que ce ne sera pas facile pour reprendre un rythme normal, mais je souhaite que le monde entier retrouve un certain équilibre et puis que ça cesse au plus vite. Svetlana Solomikina, je le rappelle, est une citoyenne de Québec, de la ville de Québec. Merci beaucoup, Svetlana, d'avoir été avec nous au bilan. Merci à vous, M. Larocque. Merci, au revoir. C'est pas, Elsie, je me mets dans les souliers de Svetlana et de tous les citoyens russes. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient d'entendre de cette entrevue-là? Bien, c'est très touchant son témoignage et puis ça nous rappelle effectivement au début de la guerre les personnes d'origine russe ou on a parlé des artistes russes, on a voulu bannir un peu la culture russe et donc moi ce que ça m'appelle c'est de dire OK, oui il y a le régime russe, il y a la guerre là-bas, mais il y a des russophones qui habitent ici et ailleurs et ces gens-là n'appuient pas nécessairement le régime et donc il faut faire la distinction entre les deux choses, c'est bien important. Et Stéphane, il y a un truc qu'il va falloir surveiller. Évidemment, dès le départ, on se disait, est-ce que Poutine va avoir la liberté d'agir jusqu'au bout de ce conflit-là? Est-ce qu'il y aura une réaction à l'interne? Est-ce qu'il y aura une révolution de palais? Rien en ce sens ne permet de le croire jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, la question reste lancée. Non, et on le voit, c'est rare que dans une situation de guerre, bien qu'il ne l'appelle pas guerre, on est en guerre, que le peuple va se révolter contre ses dirigeants. Et le peuple russe a vécu bien des conflits, Paul, dans l'histoire. On connaît peu la Russie, là, on en a parlé souvent à l'émission. Malheureusement, les pays occidentaux, on connaît un peu son histoire, mais on connaît très peu le peuple russe. Et il a une résilience formidable, même par rapport à des dirigeants parfaitement tyranniques. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un acte de courage, parce que je l'entendais parler tantôt, on le voit avec précaution, lucidité, mais en même temps, en sachant que ça peut avoir des conséquences, là, parce que ce régime-là, malheureusement, agit de façon cruelle à l'égard de ceux qui s'y opposent. La deuxième chose qu'elle nous rappelle, et je pense qu'il faut tous se le dire, il ne faut pas reproduire ici les conflits. Quand on atterrit en terre québécoise, ben, à ce moment-là, on met de côté ces conflits et on essaie de se rebâtir une nouvelle vie. Et il ne faut surtout pas adopter des comportements qui créent des belligérants. Donc, c'est un bel appel de cette citoyenne de Québec de rappeler à tous nos concitoyens, à tous nos compatriotes d'agir conformément à leurs obligations. Voilà. Voilà qui est bien dit. Bougez pas, dans un instant, au bilan, on revient sur les élections présidentielles d'hier et les perspectives qui s'ouvrent. On va les retrouver parce qu'il est debout, il est 1h32 du matin à Paris, il est debout pour nous, Daniel Payet, dans un moment.